Salut tout le monde, bienvenue dans cette rétrosport. On parle tout d'abord arts martiaux puisque le district a brillé en kung-fu ce mois-ci au championnat suisse. 2 jeunes du dojo de Saint-Sergue ont ramené chacun une médaille. Ils sont en plateau avec leur entraîneur Laurent Rochat. En football, on revient bien entendu sur le match historique de la Suisse contre la France dans l'Euro. Comment le district de Nyon a-t-il vécu cette grande fête populaire? C'est ce que nous raconte le footballeur Seb Martin et le photographe Sigfredo Haro. On rencontre ensuite le youtubeur morgien Noam Yaron qui va traverser le Léman dans sa longueur à la nage. Il souhaite le faire en moins de 24 heures pour sensibiliser à la pollution des eaux et aux déchets plastiques. Et enfin, on vous emmène en visite au musée du vélo qui vient d'ouvrir à Crassier, visite des lieux avec l'ancien cycliste Daniel Girard. On parle arts martiaux à présent puisque le district de Nyon a brillé en kung-fu ce mois-ci au championnat suisse à Martigny. Les jeunes Armand Rochat, 12 ans, et Amalia Correa, 14 ans, du dojo de Saint-Sergue ont ramené chacun une médaille. Bonjour Amalia. Bonjour. Ravi de t'avoir ici et bonjour Armand. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux accompagnés de votre entraîneur et puis qui est fondateur du dojo de Saint-Sergue aussi, Laurent Rochat. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue. Alors dites-nous, heureux tous les deux? Amalia, je vois que tu as ramené une coupe aussi, donc tu as eu une médaille de bronze et puis tu as ramené aussi une coupe. Raconte-nous comment ça s'est passé, ces championnats suisses. C'était génial, il y avait une superbe ambiance, donc on est arrivé dans Une salle, quoi. Une salle, ouais. Oui, voilà. Et il y avait plusieurs juges. Voilà. Plusieurs juges qui donnaient des notes. Et donc on devait passer au milieu de tous et faire notre forme. Donc ils nous donnaient des notes. Après ils faisaient une moyenne. Et puis on était classés par rapport à ça. Ouais. Donc première compétition en kung-fu pour toi. Et puis ça y est, une médaille, une coupe. Donc heureuse, j'imagine. Oui, Armand, toi aussi, comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé très bien. Justement, j'ai pas tellement d'autres choses à dire. Mais médaille d'argent pour toi, oui, il faut le dire. Médaille d'argent, mais pas de coupe. Ouais. Voilà, l'ambiance, elle était super. Et puis, c'était un peu, je sais pas comment est-ce qu'on va dire, triste parce que quand on recevait ces points et puis que la moyenne, elle était en dessous des points qu'on avait vus parce que moi, au départ, je voyais pas tous les points qu'il y avait, donc je me disais, waouh, j'ai une super moyenne, alors que pas du tout. Et puis voilà, ça c'était pas ouf, mais sinon j'ai adoré. Ouais. Donc les médailles, donc c'est un cumul de points justement par rapport aux figures que vous faites. Et alors cette coupe, il y a marqué meilleure forme technique. Ça veut dire quoi au final? Au final, du coup, c'est pas forcément par rapport à ma note, mais c'est plus par rapport, ils ont dit, au courage d'avoir présenté du tai chi là-bas, alors que c'était tout art martial confondu. D'accord. Alors, on va préciser quand même, 2 épreuves étaient disputées. Le Taolu, est-ce que je prononce bien déjà? Oui. Oui, le Taolu qui est une compétition donc individuelle où vous effectuez du coup des formes en fait avec votre corps. On va pouvoir détailler ça. Et le Sanda, donc qui est un affrontement avec des contacts légers. Explique-nous un petit peu Laurent, comment ça marche. Donc il y a ces 2 disciplines majeures en Kung Fu. Oui, c'est ça. Les Taolu, on peut les avoir à main nue, on peut les avoir avec armes aussi. Et donc là, c'est la première fois que je présentais des enfants à la Fédération suisse de Kung Fu. De Kung Fu traditionnel, il y a 2 fédérations, comme en Chine, celle de Kung Fu traditionnel et celle de Wushu moderne. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est la modernité. D'accord. C'est-à-dire que les Chinois ont vraiment voulu développer un Kung Fu sportif qui puisse peut-être un jour aussi être représenté aux Jeux Olympiques. Donc il fallait qu'il soit très démonstratif, donc très acrobatique. Ouais. Et donc le Wushu est plus acrobatique et moins lié à la tradition. Le Sanda, il a été développé, on le trouve dans les 2 fédérations, c'est-à-dire dans celle de Kung Fu traditionnelle et dans celle de Wushu moderne. Le Sanda, ça a été une réponse un peu au full contact américain. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont senti qu'ils avaient besoin d'avoir un mode de compétition où les gens puissent s'affronter avec un minimum de risques. Parce que dans la tradition chinoise, les combats, ça se passait mal. Et donc, il n'y avait pas tellement de ce genre d'affrontement, si ce n'est entre maîtres qui devaient délimiter des zones dans lesquelles ils allaient pouvoir établir leur propre école. Donc, ils ont inventé le Sanda, qui est un
mais vraiment une chouette confrontation dans le sens où, techniquement, c'est très intéressant. Il y a pied-point et il y a aussi les projections. Une fois au sol, c'est terminé. C'est une aire de combat aussi où il n'y a pas de barrière. Donc on ne peut pas aller se profiter de l'élasticité des barrières pour encaisser les coups. Une fois qu'on est hors de l'aire de combat, on va tomber parce qu'il est légèrement surélevé, donc on tombe. Donc il y a toute cette notion de gestion de l'espace qu'on ne trouve pas dans d'autres disciplines de ce type-là. Et dans la Fédération suisse de Kung Fu, ils ont retiré dans ce qu'ils appellent le Sanda les projections. D'accord. Ça permet, alors c'est ce que je voulais voir aussi, donc moi je n'ai pas présenté d'élèves dans cette discipline-là, l'année prochaine on va le faire. Je voulais voir la qualité de l'arbitrage, parce que je ne voulais pas te blesser, et je suis un farouche opposant au coup à la tête chez les enfants, même casqué, c'est presque même plus dangereux casqué que pas casqué. Ah ouais. Et ça crée quelquefois des lésions qu'on va retrouver dans toute leur vie d'adulte. Donc je suis très opposé à ça, et donc là j'ai pu vérifier que l'arbitrage était très bien fait. D'accord. Et donc là, les deux, ils ont évolué en Taolu, du coup. Ils ont évolué en Taolu. Individuel. Armand, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'il faut, justement, pour marquer des points en Taolu? En quoi ça consiste? On va voir les images à l'écran, un petit peu de vos prestations à tous les deux. Donc on va voir des formes, il y a de la chorégraphie dans le Kung-Fu, il y a de la technique. Qu'est-ce qu'il faut pour marquer des points? Déjà, il faut être précis pour justement essayer de... je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire ça, mais pour époustoufler, on va dire, les jurys. Et aussi, il faut avoir une bonne énergie et puis donner une bonne impression de soi directement quand on entre sur le terrain, on va dire ça, pour dégager une bonne énergie et pour inciter les jurys. Ça, c'est ce qui m'a fait perdre quelques points parce que, voilà. Pourquoi? Parce que quand j'entrais sur le terrain, on va dire, j'étais pas encore dans la forme, donc je me tenais mal, j'étais pas prêt, pas concentré, tout ça, et voilà. D'accord, ok. Donc il faut, qu'est-ce qu'il faut, Amalia, toi? De la concentration, du mental, de la chorégraphie aussi, de l'artistique? Il faut allier un peu tout ça? Oui, c'est ça. Il faut mélanger un peu tout pour avoir un bon mélange et pour être, on va dire, parfait. Ouais. Oui. La perfection, comment on l'atteint dans ce domaine? Il faut beaucoup d'entraînement, il faut savoir donc écouter et se concentrer beaucoup, et puis ressentir aussi chaque mouvement. Il faut de la souplesse aussi, on imagine. Hein, le travail des jambes, des bras, etc. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le Kung-Fu? Parce qu'on le rappelle quand même, tu es rentré au dojo de Saint-Sergue il y a moins d'1 an. Et donc là, c'était ta première compétition. Qu'est-ce qui t'a plu dans le Kung-Fu? Un peu tout, et j'aime beaucoup quand il y a donc de savoir me battre déjà pour être en confiance dans la vie de tous les jours, puis aussi le travail sur nous-mêmes, donc savoir ressentir nos mouvements, savoir ce qu'on veut, etc. Oui, un peu tout. Armand, toi aussi, la confiance en toi, le fait d'être combatif aussi, c'est quelque chose qui t'a plu dans le Kung-Fu? Oui, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va dire ça, mais le Kung-Fu, ça aide à oui, bien sûr, prendre beaucoup confiance en soi, mais dans la vie de tous les jours, faut vraiment avoir beaucoup d'entraînement pour pouvoir l'utiliser, parce qu'il y a nos réflexes habituels qu'on ne réfléchit pas avant de parer les coups ou frapper, tout ça. Et donc, alors que le Kung-Fu, c'est très réfléchi, justement. Hein. Non, pas vraiment non plus. Ah non. Dans le sens où, dans le Kung-Fu, quand on connaît les règles, on peut les utiliser parce qu'on y a réfléchi avant. Alors que quand on est dans la vie de tous les jours, enfin moi je dirais ça comme ça, on n'est pas en train de se préparer tout le temps mentalement quand on marche dans la rue en se disant il y a peut-être un serial killer derrière moi qui veut me tuer. Voilà. Donc, Et toi, ça fait combien de temps que tu en fais du Kung-Fu, toi? Bonne question. C'est pas très précis quand j'ai commencé parce que, avec un papa comme Laurent, c'est peut-être ça a toujours été là, non? Quand j'ai commencé en même temps que l'ouverture du club, bien sûr, mais j'ai commencé
bien avant avec mon père à la maison et tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de date précise. Laurent, toi, le kung-fu, alors ça fait longtemps. Il me semble qu'il y a eu aussi des médailles européennes, hein, sauf erreur en kung-fu. Oui. Voilà. Donc il y a un parcours pour toi. Ce que disent Amalia, Armand sur comment dire l'influence du kung-fu sur le mental, sur la personnalité, sur la vie de tous les jours, c'est aussi quelque chose dans lequel tu te reconnais, que tu défends dans cet art. C'est ma seule motivation. Je ne suis pas sportif de nature. Par contre, le tai chi, c'est vraiment pour moi, le tai chi et le kung fu, pour moi, c'est vraiment une façon d'explorer le monde et puis d'explorer aussi tout notre monde relationnel. Comment est-ce qu'on s'installe, comment est-ce qu'on se tient dans la société, comment est-ce qu'on interagit avec l'autre. Ouais. Ben, c'est toutes des stratégies qu'on peut après extrapoler sur la manière dont on se comporte avec les autres, c'est sûr. Parce qu'effectivement, la spécificité quand même de ce sport donc art martial, sport de combat aussi, c'est que finalement, comment dire, il y a aussi beaucoup de spiritualité aussi, justement de concentration, voire de méditation dans le kung-fu. Oui, alors à partir d'un certain niveau, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, ça c'est sûr. Surtout dans le kung-fu traditionnel. Donc, parce qu'on va travailler sur l'énergie interne, donc ce qu'on ne fait pas avec les enfants. Hein, ça, par contre, c'est quelque chose qu'on doit attendre d'être adulte pour pouvoir commencer à travailler là-dessus. Donc, oui, la méditation fait partie de l'entraînement, ça, c'est sûr. Mais je pense aussi, spiritualité, il y a aussi le fait que ça soit une culture complètement différente de la nôtre. Et on ne se rend pas compte à quel point elle est différente de la nôtre. Et je pense que pour un occidental, c'est une chance, à un moment donné, d'arrêter de faire des projections exotiques sur d'autres cultures et de nos coups de se rendre compte qu'en fait, non. Si on veut comprendre la Chine, par exemple, il y a des barrières à passer, ça ne va pas être facile, notre cerveau n'est pas conditionné pour ça, et ça, c'est une des choses qui, pour moi, était le plus intéressant là-dedans. Armand, alors on imagine que ce qui t'a amené au kung-fu, c'était effectivement ton papa aussi, qui a fait que tu t'es mis à ce sport, mais toi, Amalia, qu'est-ce qui t'a fait connaître en fait le kung-fu et qui t'a donné envie de t'inscrire au dojo de Saint-Cyril? Déjà, c'était ma maman qui a commencé au dojo de Saint-Cyril et qui après qui m'a dit ah, si tu veux, ils font du kung-fu et tout, ça a l'air trop bien. Et du coup, j'ai essayé et puis j'ai trouvé ça super bien, donc j'y suis allée. Et ça t'a plu. Comment ça porte le dojo de Saint-Sergue, Laurent? Il y a de plus en plus d'enfants qui s'inscrivent, des adultes aussi. Bon, j'espère qu'on est dans une ère post-Covid, donc c'est effectivement derrière. Oui, il a eu son heure de gloire. Et puis maintenant, il y a très peu de monde. C'est plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué. En soi, pourquoi pas? Parce que je suis assez perfectionniste, donc si du coup j'ai des enfants qui sont plus investis et qui sont prêts à manger amer pour manger sucré, c'est ce que disent les Chinois, et bien du coup ça me va. Et il nous faudra un peu plus de monde. On est en train de s'organiser maintenant pour les compétitions de l'année prochaine, puisqu'on a découvert comment ça fonctionne, peut-être même aussi des compétitions à l'étranger. Ouais. Donc il y a cette vocation finalement, le dojo de Saint-Sergue, au final, tu parles du sérieux, de ta volonté que les enfants s'inscrivent et soient sérieux dans la pratique de ce sport, c'est parce que le dojo de Saint-Sergue vise justement des compétitions comme les championnats suisses. Oui, non, c'est pas pour ça du tout. C'est parce que ce que j'ai envie d'apporter aux enfants est quelque chose de très précieux, mais qui s'acquiert seulement par l'entraînement. On vient d'en parler, c'est cette éducation à l'autre, en fin de compte. Et puis, j'ai trouvé une motivation pour les enfants qui est la compétition. Ouais. Et donc, du coup, je vais utiliser ça pour essayer de rayonner, faire connaître ce dojo, faire connaître cette pratique, et puis et aussi utiliser la compétition dans cette même dynamique, c'est-à-dire connaissance de soi, faire du tai chi comme fait Amalia alors qu'on est stressé, qu'on a le pouls à 200. Ouais. Quand on est tout seul dans la nature et qu'on veut se mélanger aux éléments, tout va bien. Ouais. Mais quand on est devant un jury, qu'on doit accepter les décisions, il y a aussi une voie là-dedans qui est intéressante à explorer. Ouais, très bien. Et puis tu organises, il me semble, quelque chose cet été, au mois d'août? Oui, alors cet été, ça sera un petit peu mon jardin secret, c'est-à-dire c'est un stage pour les enfants. On trouve tout ça sur le dojo, en première page. C'est un stage qui aura lieu à Mingshan, qui est cet institut intégratif taoïste qui est en dessus d'Yverdon, une structure hôtelière vraiment magnifique, où il se passe de très belles choses. Et là, on accueillera les enfants pour faire du kung-fu traditionnel,
pour faire de la calligraphie, pour apprendre un peu le chinois et pour aborder certaines notions fondatrices de la culture chinoise, comme le Yiking par exemple. Voilà. Très bien, donc vous trouvez tout ça sur le site donc, du dojo de Saint-Sergue. Avant de se quitter, Amalia et Armand, je vous propose de nous faire une petite démo de ce que vous faites. Bon, on a vu sur les images, mais ce serait sympa de le voir en vrai. Alors allez-y, levez-vous et puis montrez-nous ici devant cette table un peu quelques mouvements peut-être. Amalia, peut-être pour commencer, quel est le mouvement que tu vas nous montrer? Là, je vais faire le brosser de genou et puis je vais enchaîner sur brosser la crinière du cheval. Ah, d'accord. Ah, donc on manque un petit peu de place quand même sur le plateau avec cette table. Laurent, du coup, les mouvements là qu'effectue Amalia, comment on pourrait les décrire? Donc ça, c'est des mouvements qui sont issus du tai chi et de style yang. Et puis, voilà, c'est vrai qu'en Europe, on voit peu d'enfants qui travaillent le tai chi. Et moi, j'ai repéré Amélia dans le sens où je regarde ses postures-là de la compétition, la posture qu'elle a dans ses jambes aussi. Elle a quelque chose qui est vraiment... Elle peut magnifiquement pratiquer le tai chi. Et puis Armand, montre-nous. Et là, qu'est-ce qu'Armand nous montre? Il va nous faire du Bagua-jang. D'accord. C'est-à-dire ce qu'on appelle la boxe des 8 trigrammes. Vas-y, commence. C'est aussi un art dit interne, comme le tai chi. C'est des arts... Ouais, continue, tu fais un peu les mouvements comme ça. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place ici en plateau. Parce qu'il y a aussi quoi en fait, on voit des mouvements finalement qui sont assez longs. En fait, il y a beaucoup de déplacements aussi sur... Oui, alors, en plus, le bagua, si les téléspectateurs voient les vidéos, il y a une marche qui est très singulière, où on tourne autour d'un cercle, on ne vit pas. C'est une boxe qui a pas mal de composantes ésotériques, mais au milieu, comme composante principale au niveau stratégique, il y a toute cette idée de tourner autour de l'adversaire et d'utiliser la force circulaire qui, au contact du Japon, avec le grand combattant Morihei Ueshiba, a donné, il a créé sur cette base-là ce qu'on appelle l'aïkido maintenant. Et donc ça, c'est l'origine traditionnelle de l'aïkido. Ouais. Voilà. Magnifique. En tout cas, on voit pas mal de mouvements. Merci beaucoup Armand et puis Amalia de vous être prêtés au jeu, de nous montrer quelques petits mouvements en plateau. Et puis bravo encore pour vos victoires et vos médailles à tous les deux. Donc médaille d'argent pour Armand, médaille de bronze et la coupe aussi pour Amalia et pour le dojo de Saint-Sergue représenté par Laurent Rochat. Merci à tous les trois. Merci. Et très bonne journée. L'équipe de Suisse de football vient de marquer l'histoire en éliminant la France lundi soir à Bucarest en 8e de finale de l'Euro. Un exploit incroyable pour la Nati qui est venue à bout des champions du monde en titre au terme d'un match, il faut le dire, complètement dingue. Un score de 3-partout terminé au tir au but et remporté 5-4 par la Suisse. Du coup, vous n'avez pas pu ignorer les klaxons de la nuit dernière. Tout le pays faisait la fête, comme rarement pour un lundi soir d'ailleurs. Et le district de Nyon s'est lui aussi embrasé hier soir. Sigfredo Haro, tu es photographe pour le journal La Côte et tu as vécu cette soirée de dingue à Nyon. Salut. C'est juste. Ouais, bienvenue. Seb Martin, tu es footballeur au FC Genolier-Benien et toi aussi tu étais devant ton poste de télévision accroché. Exactement, au taquet. Eh ben salut à toi Seb. Alors du coup j'ai dit un match de dingue, une conclusion inattendue aussi? Je pense parce que beaucoup de monde voyait la France passer, même peut-être aller au bout. Et la Suisse a prouvé que en y mettant du cœur, en y mettant un peu, en dépassant un petit peu leurs limites, ils ont pu faire l'exploit. Ouais. Toi, tu as regardé le match où? J'étais chez des amis, avec des amis suisses, des amis français. Ça s'est un peu chambré. Il y en a qui sont partis fâchés, mais tout s'est très bien terminé. Et puis tout a bien été. Toi-même, il me semble que tu étais un peu tiraillé. Il me semble que tu as des origines françaises aussi. Oui. C'était difficile. Très difficile, mais
partagé, mais content quand même que la Suisse soit passée. Maintenant, on va essayer qu'ils aillent le plus loin possible et puis qu'ils éliminent l'Espagne au prochain tour. Ouais, c'est ça. Et tu regardes Sigfredo, parce que Sigfredo a amené un maillot, non pas celui de la Suisse, mais celui de l'Espagne. Oui. Voilà, Sigfredo qui habite dans le district de Nyon, mais qui a des origines espagnoles, qui était un homme heureux hier parce que... Moi, je suis espagnol. Ouais, ah d'accord. La Suisse s'est qualifiée et l'Espagne s'est qualifiée aussi, donc soirée incroyable pour toi hier. Soirée incroyable, ouais. J'ai filé les 2 matchs. Il faut dire que j'ai dû décompresser du premier match, puis l'adrénaline. J'ai raté les 10 premières minutes du match de la Suisse pour déjà commencer à travailler parce que j'étais trop haut pour travailler. Mais on voit tes photos à l'écran derrière toi qui défilent, donc on voit l'ambiance de dingue qu'il y avait à Nyon. Raconte-nous. C'était un truc de fou. C'était du monde partout, la joie. C'était juste magnifique. Ça fait plaisir de travailler dans ces conditions parce que tout le monde est heureux, tout le monde veut se faire prendre en photo, tout le monde est content, quoi. Tout le monde a joué le jeu devant ton objectif, quoi. Là, des fois, il y avait trop parce que j'étais sollicité partout. Ah, vous nous faites une photo, mais c'est magnifique. C'était une bonne ambiance parce qu'il y avait des familles, il y avait des gens âgés, des gens plus jeunes, il y avait un peu de tout, quoi. Ouais, et on sentait vraiment justement la fête dans ce pays, et puis la fête qu'on n'avait pas vue, je pense. On ne se souvient pas de la dernière fois qu'on a vu une fête pareille avec le Covid et tout ça, je pense. Ça remonte un petit moment, puis je pense que les gens ont quand même besoin de sortir, avaient besoin de sortir, de faire un petit peu la fête et puis d'arroser la victoire. Oui, effectivement. Seb, raconte-nous d'un point de vue footballistique, c'est quoi qui a permis, selon toi, à la Suisse de faire l'exploit qu'elle a fait hier ? L'envie tout simplement, parce que première mi-temps, alors la Suisse a pour moi largement dominé les débats. Après ça s'est un petit peu équilibré en deuxième mi-temps, la France a repris un petit peu le dessus. Et puis ils ont quand même mis plus de cœur que la France. La France, ils jouaient un petit peu dans leur fauteuil, un petit peu à 80% de leur capacité. Et puis il manque 20% et la Suisse a joué à 150%, ce qui fait la différence. Puis après, la loterie des tirs au but a penché en faveur de la Suisse, donc voilà, ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre, avec encore Coman qui touche la latte à la 95e minute. S'il marque le 4-3, c'est réglé, puis personne ne parle de cet exploit de ce matin, donc... Ouais, effectivement, et donc exploit historique, je l'ai dit, donc en chiffres quand même, on peut rappeler, c'est la première fois que la Nati bat la France dans une grande compétition, type mondial ou euro. Le dernier match victorieux Suisse-France, c'était en 1992, c'est aussi la première fois que la Suisse atteint les quarts de finale en euro, et ça fait 67 ans qu'elle n'avait pas passé un tour à élimination directe dans un tournoi majeur. Donc c'est là, avec ces chiffres, je crois qu'on se rend compte de l'exploit historique. Hein. C'est ça, des fois les chiffres parlent. Ouais. Sigfredo, toi, c'était quoi tes pronostics pour ce match? T'avais prédit la victoire de la Suisse, toi? Non, mais on voyait en quart de finale la France. Mais c'est vrai que... il faut déjà dire que moi, je n'ai pas vu le match. J'étais tout le temps devant l'écran. Donc, j'ai vu les matchs à travers les jeux des gens et les émotions des gens. Donc... c'était, en fait, on peut comparer avec les matchs de l'Espagne aussi. Il y a eu trop de hauts et des bas. Il y a eu des moments très forts pour la Suisse. Après, il y a la France qui remonte et fait la remontada à 3-1. Et puis la Suisse va attaquer, prolongation. Donc, il y avait beaucoup... moi, je voyais pas la Suisse passer, honnêtement. Tout le monde voyait la Suisse passer, en toute honnêteté. Après, c'est vrai que c'est ce qui fait le charme d'un match de foot. C'est sur un match, 90 minutes ou 120 minutes. Et puis là, tir au but, puis ça c'est... Et puis comme tu dis, les émotions que tu as captées avec ton appareil photo, les photos on les retrouve sur le site web du journal La Côte, bien entendu. Les émotions, c'était vraiment le grand 8, quoi. Hein. Ce match-là, on passait par toutes les émotions. Et on va voir d'ailleurs ce qui s'est passé du côté d'Internet. Alors, du côté de la presse française, eh bien voilà ce qu'a titré l'équipe donc dans le journal du jour, l'équipe de France anéantie. En revanche, en Suisse, sur Internet, on va voir les images à l'instant on rigolait un petit peu plus. Là, on voit ce fameux supporter qui passe d'une émotion à une autre. Vous l'avez vu, ça aussi, j'imagine. Ce Jurassien, voilà, exactement. Donc, à la 87e minute, on croit que tout est fichu. À la 91e minute, eh bien, ça y est, c'est reparti à l'égalisation 3-3. Et puis, ça part en prolongation. Donc, complètement fou. On se le regarde quand même une autre fois, parce que moi, je trouve ça absolument génial, la réaction de cet homme-là, voilà, qui passe d'une émotion à une autre. Et puis,
dans la série des mèmes Internet. On a vu des dessins, notamment ici, on voit voilà, le coq qui va direction la broche suisse pour du coup se faire cramer, ou bien le gardien Sommer qui a fait des exploits et qui a mangé, eh bien, on imagine du coq français. Et puis là, la tour Eiffel illuminée aux couleurs de la Suisse. Ou encore, on a encore des images, il me semble, je crois qu'il y a ma préférée qui suit juste après la tour Eiffel, avec Kylian Mbappé, il me semble. Voilà, il y a ça, Kylian Mbappé avec Didier Deschamps, donc une parodie de Kaamelott. Voilà, vous voyez les titres à l'écran. Et puis la dernière, allez, pour la petite folie, ça, celle-là, c'est ma petite préférée. Vous en avez vu plein, j'imagine, aussi les garçons. Seb, Sigfredo. Voilà un petit peu donc sur ce match de l'Euro. Sigfredo, du coup, pour vendredi, 18h, les quarts de finale Suisse contre Espagne. Ton cœur balance ou bien... Non, pas non. Pour l'Espagne. On voit ton maillot. Ça rigole pas. Hein. Seb, toi, il n'y a pas de doute non plus, c'est la Suisse. Il n'y a pas de doute non plus, c'est la Suisse, exactement. Ouais. Les pronostics, du coup 2-1 pour la Suisse. Sigfredo? Moi, je dirais 3-1 pour l'Espagne. 3-1 pour l'Espagne. Ouais, on a commencé à faire des buts. Voilà, et 2-1 pour la Suisse du côté de Seb. Seb Martin, tu es donc footballeur au FC Genolier. Benir, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci. Et Sigfredo Haro, tu es photographe au Journal La Côte. Merci aussi d'être venu nous raconter ta soirée. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne journée. Merci. Merci. Il réalise des mini-défis sportifs sur YouTube. Il a 24 ans et vient de Morges. Et cet été, il s'est fixé un défi énorme dans le lac Léman. Du 16 au 18 juillet, Noam Yaron va traverser le lac dans sa longueur à la nage et souhaite le faire en moins de 24 heures. Rien que ça, un défi sportif dans le but de sensibiliser la population à la pollution des eaux et aux déchets plastiques notamment. Salut Noam. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ravi que tu sois là. Alors, ça t'est venu comment, dis-nous, ce pari fou ? Alors, c'est venu, ça fait très longtemps hein, que j'y pense. Avant tout ça, j'étais nageur, on va dire, d'élite pendant une dizaine d'années. J'ai arrêté à mes 18 ans et vraiment depuis tout petit, j'adore en fait tout ce qui touche à l'eau. Et un jour, quand j'ai commencé la natation, j'étais pas du tout doué, mais j'ai dit à mon papa, un jour, j'aimerais bien traverser le lac. Et je l'ai fait plusieurs fois en largeur, du coup, donc j'ai tenu à moitié ma promesse, mais pour faire Morges-Évian, exactement, Évian-Morges. Et puis, l'idée, c'était cette année un peu spéciale de me lancer le défi de le faire en longueur et de le faire pour une cause qui me tenait à cœur, la préservation des eaux. Ouais, et donc tu es très attaché au Léman aussi. C'était logique pour toi de le faire ici, ce défi. Exact. Alors moi, je suis né à Morges, j'ai fait toute mon enfance dans la région, donc c'est vrai que voilà, l'arc lémanique, le lac, l'eau de manière générale, c'est tous des éléments qui font partie finalement de mon ADN. Et ouais, c'était pour moi évident de continuer déjà la natation, même après ces années de sport, même si voilà, j'en faisais beaucoup et qu'à la fin j'étais un peu dégoûté. Là, je le fais vraiment pour le plaisir. Et puis j'ai trouvé un peu un nouveau souffle, la natation en lac, qui est complètement différente que celle en piscine. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer ces différents défis. Alors, il y a beaucoup de jeunes romans, des jeunes romans qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent ce que tu fais sur YouTube. Et là, c'est vrai que ça paraît étrange de te voir te lancer un défi aussi gros, un défi sportif aussi gros. Alors, j'en ai déjà fait d'autres. Avant, c'est traversé en largeur. J'ai fait aussi le marathon de New York, où je me suis qualifié un peu complètement, un peu par hasard. Je me suis lancé le défi de courir les 20 km de Lausanne. Je me suis qualifié en tant qu'athlète du coup au marathon de New York. Et donc, le sport, ça a toujours été là, quoi. Alors oui, après, j'ai jamais été le meilleur, j'ai jamais été le plus rapide. J'ai gagné une médaille quand même au championnat suisse en tant que champion suisse aux 3000 mètres en eau libre, en natation. Mais entre guillemets, voilà, pour moi, le sport, avant tout, c'est un plaisir. Ouais. Et je me considère vraiment pas comme un sportif, on va dire, professionnel. C'est pas du tout mon rôle. Bon, là, 24 heures, ça va pas être que du plaisir. C'est un gros défi en termes de chrono. Moins de 24 heures pour la traversée en longueur. Alors, 2 hommes l'ont déjà fait. Le premier qui habite la région, qui s'appelle Alain Charmet, qui a été le premier homme en 1986, si ma mémoire est bonne, à traverser le lac à la nage, qui a fait 22h42. Et un Espagnol qui l'a battu très récemment en 2016, en 22h39, donc de 3 minutes. Donc ce que tu veux nous dire, c'est que c'est possible. Alors c'est réalisable, voilà, déjà c'est réalisable. Ces 2 hommes, le premier, a fait, sauf erreur, les Jeux Olympiques aussi, aux 400 mètres. Donc c'est une autre performance. C'était vraiment, entre guillemets, déjà son quotidien, ce qui est le mien aussi aujourd'hui pour entraîner cette traversée. Et l'Espagnol Jaime Caballero, qui l'a fait en 2016, lui est vraiment
on va dire, une icône aussi de l'eau libre. Il a traversé plein de chaînes aussi, d'îles. C'est un expert du domaine que j'ai eu la chance aussi de contacter pour avoir ses conseils pour cette traversée. Et dans la région, justement, je sais qu'à Gland, il y a notamment Flavie Capozzi qui est connue pour avoir traversé le Léman dans la longueur. Elle avait mis 31 heures justement à faire environ 73 km sauf erreur. Est-ce que tu la connais, Flavie? Est-ce qu'elle t'a conseillé? Alors on s'est rencontrés plusieurs fois au bord des bassins pendant qu'on nageait. Elle nageait à Nyon, sauf erreur. Et puis, alors non, on n'a pas eu contact. Entre autres, nous, notre objectif aussi, qui est un peu différent du sien, c'est de ne pas monter sur le bateau. Donc ça s'appelle une traversée sans assistance, c'est-à-dire tout simplement ne pas sortir de l'eau. Ouais. Donc l'idée, c'est d'être 24 heures dans l'eau. Ça, à ma connaissance, jamais été fait pour l'instant. Donc on a toutes ces techniques pour... Donc en fait, tu rajoutes vraiment des épreuves. On rajoute des épreuves. L'idée, c'est de le faire, entre guillemets, d'une traite. Bien sûr qu'il y aura des pauses, des moments où je vais manger et boire. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas sortir, non seulement parce que déjà, c'est le critère qu'on s'est fixé tout simplement, un défi comme un autre, et surtout de ne pas arrêter le corps, parce que pour des points aussi, on va dire, physiques, c'est très très difficile pour le corps sur un effort comme ça de s'arrêter et de repartir. Comment on se prépare à tout ça? Alors, il y a des heures et des heures d'entraînement. Ça fait 6 mois, depuis le mois de janvier à peu près, que je m'entraîne. Donc, il y a des heures et des heures de natation auxquelles je n'ai pas forcément eu la tâche facile parce que les piscines étaient fermées pendant le 3/4 de ma préparation pratiquement. Ouais. Donc, j'ai nagé en lac depuis le mois de janvier. Eau froide, 5 à 6 degrés au départ. Donc ça c'est aussi une autre épreuve. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert la beauté du lac l'hiver qui est transparent par rapport à maintenant. C'est vraiment le jour et la nuit. Mais là, tu as choisi le mois de juillet parce que justement les températures seront bien plus clémentes. Tout à fait. Et puis j'espère que l'eau ne sera pas trop chaude parce qu'au début, on avait vraiment peur. Les températures étaient un peu en retard par rapport aux moyennes saisonnières des années précédentes. On observe un peu tout ça avec l'EPFL notamment qui nous suit pour toute la partie courant, vent et surtout les vagues, la météo. Et en fait, là, le lac est remonté très très rapidement, il est très très stable, il a passé les 20 degrés, même s'il descend de 2-3 degrés, pour moi, c'est vraiment pas du tout un problème, parce que mon corps s'est complètement habitué à cette nage en eau froide, et j'ai même peur d'avoir chaud. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors la nuit... Quelles sont tes autres peurs, justement? Est-ce que tu as des appréhensions? On imagine que oui, mais si oui, lesquelles? Alors, j'avais la nuit, au départ. Pour moi, et je pense pour beaucoup de nageurs, pour ne pas parler au nom de tout le monde, mais c'est surtout de mettre les pieds dans l'eau la nuit, surtout dans le lac. Les gens ont souvent peur un peu du fond, c'était mon cas aussi au départ. Et c'est des peurs qu'on désinhibe au fur et à mesure, qu'on fait étape par étape. Et c'est vrai que je n'ai jamais vraiment croisé grand-chose. Je vois souvent quelques gros poissons, sinon c'est plus des petites perches, il n'y a rien de méchant en fait là-dessous. Ouais. Et pour moi, déjà rien que le fait de le faire pour la préservation des eaux, pour moi, je traverse le lac avec le lac comme partenaire finalement. Et je sais que c'est un être vivant et il y a toutes ces choses-là au fond. Bien et sûr. Je le fais avec. Et il y a aussi le noir, donc nager la nuit. Et ça, c'était une de mes plus grosses peurs qui maintenant est complètement tombée. C'est très très sympa, on a fait une répétition il y a quelques jours, on a des néons sur la ligne d'eau qu'on peut voir ici en fond qui me permettent d'être visible et de voir pendant la nuit et de nager finalement comme dans une piscine qui avance. Donc rassuré, serein pour le défi de juillet. Complètement, alors après il y a plein de doutes, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va être assez rapide, est-ce que le lac sera on va dire avec nous, les conditions météo, le vent et tout ça. Mais entre autres, je suis serein, on s'est bien entraîné, l'équipe qui est autour de moi est professionnelle sur le point de vue nutrition, mental, physique, je suis vraiment bien encadré. Et après, ça reste un défi de taille. J'ai jamais fait 24 heures dans l'eau, donc ce sera l'occasion de voir du 16 au 18 juillet si on y arrive ou pas. Voilà, donc Noam, tu es nageur, tu es sportif, c'est un gros défi, mais aussi tu fais des vidéos sur YouTube, c'est pour ça qu'on te connaît et je vous propose qu'on regarde un petit extrait justement de ce que tu fais sur les réseaux. Bonjour à tous, c'est Noam, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Challenge Accepted où tous les dimanches je réalise l'un de vos défis. Ok les amis, on est arrivé, on est à proximité d'Évian. On va s'essayer à l'escrime. On a Pauline Brunner, notre championne du jour, qui revient de compétition internationale, qui va nous présenter son sport, nous lancer un challenge de folie que je sens qui va être difficile à relever. Bref, challenge accepted, c'est parti.
Donc du paddle, de l'escrime et puis du MMA, on t'a vu. Donc les défis sportifs, apparemment donc que tes auditeurs, téléspectateurs, comment on appelle ça d'ailleurs ? Sur YouTube, téléspectateurs. C'est une très bonne question, ouais, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Bon, ta communauté, tes fans en tout cas qui regardent tes vidéos, te donnent des défis et puis toi ensuite tu les réalises, comment ça se passe? Exactement, donc on a lancé cette série qui s'appelle Challenge Accepted en début d'année. On savait qu'on n'allait pas réussir forcément à la continuer longtemps, mais c'était aussi pour l'inscrire avant ce défi, pour voilà, se repositionner dans le sport un petit peu. Montrer que tu fais des petits défis et que tu en prépares un très gros. Voilà, exactement. Donc c'était très très fun. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces défis. Pour la plupart, c'est des champions suisses, européens, voire du monde qui ont participé à ces vidéos. Et c'était génial de pouvoir tester des sports improbables qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément à la télé ou autre. Et mon idée, c'était déjà de vivre cette expérience, de la partager et de donner aussi à ces sportifs qui n'ont pas toujours, on va dire, le retour de visibilité qu'ils méritent. Et j'espère pouvoir continuer cette série parce que c'était vraiment très très fun à faire. Ouais, donc tu as plusieurs dizaines de milliers de personnes qui suivent tes vidéos sur YouTube, sur ta chaîne et puis sur Instagram également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu t'adresses à un large public, à beaucoup de gens, ce qui fait que tu as envie de défendre certaines causes et notamment, je l'ai dit en introduction, pour ce grand défi sportif de la nage justement dans le lac Léman, de la traversée du Léman dans la longueur, eh bien, tu le fais aussi pour sensibiliser à la pollution. Quelles actions vont être menées pendant cette traversée? Alors, on en a plusieurs. Déjà, elles sont toutes en collaboration avec l'Association pour la sauvegarde du Léman, qui est une association qui est basée à Genève depuis 1980, qui fait un boulot formidable, que j'ai eu la chance du coup de rencontrer une fois que j'ai découvert, on va dire, les revers de la médaille de ce que j'ai pu retrouver dans le lac pendant mes essais et mes entraînements. Ouais, c'est ça qui t'a donné envie de te battre pour cette cause. C'est véritablement ça qui m'a donné envie. Et c'est vrai qu'on retrouve des choses improbables. Alors, le lac peut paraître propre par rapport à certaines eaux ou images qu'on nous montre de mer et d'océan avec des îlots de plastique, ce qui n'est pas le cas, et heureusement. Mais le lac est pollué. Moi, j'ai même été intoxiqué par le lac plusieurs fois, donc arrêté d'entraînement pendant plusieurs jours à cause de tout simplement les substances qu'on retrouve dedans, qui sont finalement dans les urines, dans les selles, et puis qui finissent malheureusement parfois dans le lac. Et voilà, pour l'instant, là aussi, je suis en arrêt pendant quelques jours à cause d'une pharyngite, donc c'est une inflammation et puis qui est sûrement due à justement des bactéries ou des choses qu'on retrouve dans le lac. C'est important justement quand on a le statut que tu as, à savoir le fait de s'adresser à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Pour toi, c'est logique en fait de défendre une cause écologique comme celle-ci par exemple? Alors tout à fait, et puis pour moi, il fallait qu'elle fasse sens, il fallait que j'aie envie de la défendre et on a décidé de l'illustrer en deux choses. Déjà, faire parler de cette cause à travers ce défi, toutes ces interviews qu'on a la chance de faire et quand on en parle au quotidien sur les plateformes, les réseaux sociaux. Et surtout, avoir un impact tangible. Donc, on a organisé ce week-end, donc du vendredi 2 au 4 juillet, une collecte de déchets communautaire. Exactement. Donc l'idée, c'est que les personnes ont juste besoin d'avoir leur téléphone avec soi et tout simplement monitorer, répertorier les déchets qu'elles ramassent sur l'application netléman.app. C'est plus une web app, une plateforme, et qui tout simplement va nous permettre déjà de voir l'impact tangible qu'on aura, nettoyer le Léman, ça c'est évident, et ça permettra à l'association qui a développé cette application de tout simplement pouvoir faire une étude comme une science participative finalement en 2022. Donc on invite les gens à participer, c'est très très simple, qu'ils soient seuls ou à plusieurs, en famille, entre collègues, pendant 10 minutes, une demi-journée, peu importe où autour du lac, en France ou en Suisse, et du coup on invite les gens à participer. Et dès à présent, les gens peuvent parier. Ouais, des pronostics pour ton chrono. Exactement. Parce que tu t'es fixé le défi de 24 heures, mais on n'est pas sûr que tu réussisses à le faire en moins de 24 heures. Honnêtement, même nous, on ne sait pas. Enfin, ça va dépendre de plein de choses. Et c'est ce qui fait que c'est aussi joli, autant pour nous à préparer qu'aux gens de suivre. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre en place des pronostics sportifs. Donc les gens peuvent tout simplement miser, donner sur 4 tranches horaires de 1 heure. Et, sur ton site odysseyduléman.ch. Exactement. Voilà. Et du coup, pour toutes les personnes qui tomberont dans la bonne tranche horaire, seront tirées au sort pour gagner des lots que nos partenaires et sponsors offrent. Donc on a des Apple Watch, des bons Décathlon, plein de choses, des trottinettes électriques, des vols en montgolfière, enfin des trucs très sympas.
Et tout ça pour 10 francs et tous les bénéfices seront, on va dire, reversés à l'association pour la sauvegarde du Léman. Bon, eh bien, il y a plein de choses à dire sur toi, Noam Yaron, sur ton défi sportif. T'arrêtes pas, en fait? Tu dors un peu? Alors oui, je dors beaucoup. D'ailleurs, ça, c'est souvent la chose que les gens me disent, mais comment tu fais pour tout ça? Tu dors la nuit? C'est vraiment la question qui revient. Et le CHUV, qui nous suit pour toute la partie sommeil, m'a prescrit entre 9 h et 10 h de sommeil par nuit. Je suis à 9 h à peu près. Donc tu arrives à dormir 9 h par nuit? Je dors très bien la nuit. Bien sûr, il faut se forcer, il faut se coucher plus tôt, se réveiller un peu plus tard que d'habitude. Mais c'est possible, ça demande de l'organisation, mais c'est possible. Donc oui, je dors très bien la nuit, merci. L'Odyssée du Léman de Noam Yaron, c'est donc entre le 16 et le 18 juillet que le nageur de Morges de 24 ans s'élancera du coup pour traverser le Léman dans la longueur Villeneuve-Genève. Merci beaucoup Noam d'avoir été avec nous. Et du coup, on te souhaite bonne chance, bon courage, et puis on croise les doigts pour J'en aurai besoin. Ouais. Merci. À bientôt. À bientôt. Un musée du vélo à Crassier, c'est ce que propose l'ancien cycliste de compétition Daniel Girard, avec une compilation de vélos vintage, de cadres et autres accessoires des années 70 à 90, ayant appartenu aussi bien à Thierry Rominger, Pascal Richard ou encore Lance Armstrong. Je vous propose une visite des lieux en images en compagnie de Daniel Girard dans l'ancienne gare de Crassier. Bon, bienvenue. On va rentrer dans mon musée. Voilà, je vous laisse me suivre. Quand je commence une visite pour les visiteurs qui viennent voir ces vélos, je leur dis toujours, le mot qu'il faudra se souvenir de ce musée, c'est le mot authentique. Daniel, on est ici au musée du vélo à Crassier. Pourquoi un musée du vélo ici? C'est très simple, c'est qu'il y a longtemps que je voulais exposer un peu mes petits trésors. J'aime bien garder les belles choses et les entretenir et garder. Donc j'ai mis de côté chez moi dans des caves parce que j'ai quand même eu 40 ans en commerce à Genève, donc j'avais aussi des sous-sols où il y avait de la place, puis quand on avait un joli vélo, on le posait là. C'est le corner Pascal Richard. Pascal Richard, cette année, on fête les 25 ans de son titre olympique à Atlanta et il avait gagné brillamment cette course avec un vélo qui est ici, un cadre de vélo qui est ici, que nous avons eu le plaisir de lui fournir. On passe directement à un autre coin qui, alors là, ça c'est un coin extraordinaire, c'est le coin de Tony Rominger. Tony Rominger qui a battu 2 fois le record du monde de l'heure, qui a dépossédé Indurain, et son vélo est ici, il n'y a que 2 exemplaires au monde. Un Suisse recordman du monde de l'heure, il n'y en a pas eu tant que ça quand même. On n'oublie pas de regarder là-haut, Alexandre, là-haut, la photo de Graham Aubrey, l'anecdote vite faite, il fait son record de l'heure, il n'a pas de boyau. Je lui fournis 2 boyaux et bat le record de l'heure avec ces 2 boyaux. Donc je trouve que c'est sympathique. J'ai le justificatif du fait que je vais donner les boyaux. Il y a combien de vélos dans ce musée? Pas beaucoup dans celui-là, parce que c'est pas bien grand. Il y en a 35. Là, vous voyez le vélo de Robert Marchand. Alors ça ne dit peut-être pas grand-chose à grand monde, mais Robert Marchand est un monsieur qui a décidé de faire le record du monde de l'heure des plus de 100 ans. Et il a fait, je vais vous dire exactement, la distance de 25 km 451. Et ça nous a vraiment tous touchés qu'un centenaire puisse faire 25 km/h. Et puis, ce monsieur, il est décédé à 109 ans. Et le jour où il est décédé, c'est le jour où on a inauguré le musée ici à Crassier. C'était dans la nuit du 21 au 22 mai. Je suis tellement fier d'avoir pu mettre un cadre de vélo avec cette photo d'Eddy Merckx. Alors ça, c'est une réplique. Tous les autres vélos sont des originaux. Mais c'est quand même un très beau vélo. Et c'était les couleurs d'Eddy Merckx. Puis à côté d'Eddy Merckx, il y a le coin un peu controversé, mais qui me plaît énormément. Lance Armstrong, on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, mon ami Raymond Burki, qui est malheureusement plus de ce monde, dessinateur de presse, m'a laissé ce magnifique dessin avec Pinocchio, c'est Lance Armstrong avec les 7 maillots pendus sur son nez. Et ce vélo qui n'est pas celui de Lance Armstrong, mais qui est un vélo de série, mais c'était le même, à l'identique, a gagné, pas celui-là là, mais ce type de vélo a gagné le Tour de France en 1998. C'est le maillot de Lendis, il a gagné le Tour de France et il a eu 2 jours ce maillot parce qu'il a été déclassé, il a été positif. Mais l'anecdote, elle vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit, c'est que Lendis a purgé sa peine. Donc après, comme il courait à l'époque avec Lance Armstrong, il a été redemandé après de pouvoir rentrer de nouveau dans l'équipe de Lance Armstrong et Lance a refusé. Et
Landis l'a dénoncé et c'est de là qu'est partie toute l'histoire. Puis entre le coin US, il y a une photo exceptionnelle et je suis très fier d'avoir cette photo dans ce musée et surtout encore beaucoup plus fier que le jour de l'inauguration d'avoir eu les 3 protagonistes de ce triplé historique de la Vuelta en 1996. Vainqueur Alex Zoulet, 2e Laurent Dufaux, 3e Tony Rominger. Ça s'est fait qu'une fois dans le monde du vélo, qu'au classement final d'un grand tour, un des 3 grands tours, il y ait 3 coureurs de la même équipe, de la même nation, qui fassent 1, 2, 3. En tant que mécanicien, j'avais plaisir de montrer l'évolution de la pédale, et puis aussi peut-être des changements de vitesse. Au début, on avait des petits compteurs, comme celui que je vous présente là, avec une petite courroie. Ça va raviver plein de souvenirs aux anciens, en tout cas. J'envisage d'ailleurs de faire une course vintage dans la région pour pouvoir utiliser un peu tout ce matériel et ça sera fort sympathique. Mais c'est une collection d'une vie, quoi. C'est tout pour la Rétrosport de la semaine et j'ai envie de vous dire aussi pour la saison qui se termine. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission tout au long de ce début d'année. Je vous souhaite un excellent été et je vous dis à la rentrée prochaine. Ciao!